le troisième webinaire de Second Souffle Lyon. C'est marqué 6 à l'écran parce que Second Souffle, c'est une institution nationale. On est 16 en France. Et nous, on alterne avec ceux qui se font au niveau du national. Mais c'est le troisième sur Lyon. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sommes-nous? En fait, Second Souffle, on est une association reconnue d'intérêt général qui existons depuis 2013. Nous regroupons des entrepreneurs en activité. Nous sommes une quarantaine d'entrepreneurs et nous accompagnons d'autres entrepreneurs en difficulté avant les procédures judiciaires. L'idée étant de se battre contre l'isolement de l'entrepreneur dans ces périodes-là, de faire en sorte qu'il ne soit pas seul, qu'il soit accompagné, qu'il soit avec d'autres pairs pour pouvoir passer ces étapes, soit en tant que petit tremplin pour lui faire passer ce mauvais cap, soit pour l'aider à arrêter son activité et faire en sorte que son rebond par la suite soit le plus aisé et le plus facile pour lui. Donc sur Lyon, on travaille en étroite collaboration avec 60 000 rebonds, pour ceux qui les connaissent. 60 000 rebonds intervient après les procédures, nous avant. Donc on essaie de créer un filet comme ça pour faire en sorte que vous ne restiez pas seul dans votre coin et qu'on puisse vous aider, vous faire partager nos expériences. À la fin du webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On est aussi là pour vous durant cette période. Il ne s'agissait pas pour nous de rabâcher toutes les aides et tout ce qui existe. Il y a beaucoup d'institutions qui font ce travail-là. Notre cause à Second Souffle, c'est l'entrepreneur, l'homme avec un grand H. Et c'est à l'entrepreneur qu'on souhaite s'adresser. Et c'est lui qu'on essaye de nourrir en amenant un certain nombre d'informations tout au long de son parcours d'entreprise afin qu'il puisse passer ces différents caps. Donc aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Jean Maty, philosophe de son état. Jean, est-ce que tu peux en quelques mots, déjà je te remercie d'avoir accepté cette prise de parole. Avant de te présenter, je veux juste, effectivement, je vois passer un message de Laurent, préciser, vous avez la possibilité de mettre vos questions. Il y a un petit chat qui doit apparaître sur votre écran. Et Laurent se fera un plaisir de les relayer à des moments clés. C'est-à-dire qu'il y a 3 phases dans le webinaire. À chaque fin de phase, Laurent regardera s'il y a des questions. Et puis à la fin de l'ensemble du webinaire, on fera le point aussi sur ce qui a pu apparaître. Donc Jean, merci d'avoir accepté notre sollicitation. J'ai un doute, ta caméra n'apparaît plus. Tu m'entends? Moi, je t'entends très bien. Ok, super. Donc en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de toi, de Noetic Biz, qu'on comprenne un peu qui tu es, s'il te plaît? Donc moi, j'ai effectivement une formation de philosophe et donc je dirige un cabinet que j'ai cofondé qui s'appelle les Abeilles Noétiques. Et notre mission, c'est de mettre tous les savoirs et tous les savoir-faire des philosophes au service des entreprises et des hommes et des femmes qui composent l'entreprise pour qu'on transforme le devenir en avenir. C'est notre raison d'être. Et donc concrètement, on est dans la grande famille de l'accompagnement au changement par la philosophie. Et je suis très touché d'avoir été invité par Second Souffle et par Guillaume et Laurent, que j'ai la chance de pratiquer de temps en temps. Voilà. Merci. Jean, pour rentrer vite dans le sujet, donc cela fait plus de 30 jours maintenant que nous sommes confinés. Comme je disais, à Second Souffle, nous écoutons, nous accompagnons les entrepreneurs en période de doute. Donc, autant dire qu'aujourd'hui, ce doute est conséquent, il est partagé. C'est peut-être la première fois que tous les entrepreneurs peuvent se relier autour de ce doute. Et la première question, nous l'avons résumée ainsi. Aujourd'hui, l'entrepreneur doit... C'est un programme qui vous donne en fait des outils sur la durée. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Je ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas forcément de déclic. Il n'y aura pas de révélation. Excusez-moi. Donc, je disais, aujourd'hui, l'entrepreneur, en fait, quand on s'est interrogé avec Laurent et toi en préparation, on a fait la différence entre subsister et exister. Subsister en tant qu'entrepreneur et exister en tant qu'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur doit-il continuer d'exister?
Est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu sur ce point? Oui, bien sûr. Je précise tout de suite, évidemment, enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin de le dire que je suis là pour donner aucune leçon, évidemment, et que la philosophie, je la pratique pas du tout comme une discipline. Je sais tout sur tout et je vais vous donner des leçons. Et je suis bien là dans un esprit de partage et de dialogue plutôt que d'asséner comme ça des vérités. Je vais juste me contenter de donner quelques repères philo, voilà, pour que ce soit le prétexte à la discussion. Donc, j'ai une latence, j'ai une latence au niveau de. Est-ce que tout le monde m'entend? Ça va? Ouais. C'est bon, ouais. Voilà. On va demander à la personne qui est arrivée de couper son micro. C'est Voilà, bon, super. c'est coupé. Personne que je connais d'ailleurs, qui s'appelle Marie-Claire. Euh, donc, oui, alors derrière la question un peu provocante de dire l'entrepreneur doit-il continuer d'exister? Évidemment que oui. Et donc, la question qui se posait, si vous voulez, d'un point de vue philosophique, en fait, les questions qui se posent, ou les repères, disons, qui s'offrent à nous dans ce temps, il y a un temps d'état de choc et un temps de crise, on l'appellera un peu comme on veut, mais en tout cas, on peut dire quand même qu'on peut être sous le choc. Ça partage, si vous voulez, d'un point de vue purement philo, donc, la vie de l'entrepreneur de trois manières, en fait. Il y a une première manière, donc, alors, pour la petite histoire, ce que je vais dire est inspiré directement d'Aristote. Et donc, en fait, il y a trois niveaux, si vous voulez, d'existence personnelle. Il y a un premier niveau qui est la subsistance et qui se réfère donc aux besoins, à nos besoins très matériels et très concrets. Et donc cet état de choc nous met face à ça. C'est une évidence pour certains de manière dramatique. Et donc là, la philosophie n'a pas grand-chose à dire, sinon que d'agir évidemment et de faire le plus qu'on peut modestement. Il y a le plan de l'existence, c'est le plan que connaît le mieux l'entrepreneur, puisque l'existence, existere, ça c'est un mot qui veut dire sortir hors de soi. L'existence, c'est un mot qui veut dire sortir hors de soi, donc c'est un mot qui veut dire avoir des projets. Et finalement, ce temps que nous vivons, évidemment, nous interroge du point de vue de la subsistance, je l'ai dit, c'est-à-dire de nos besoins, etc., mais aussi évidemment de l'existence pure, qui est le temps des projets, alors que, et c'est là où je voulais en venir un petit peu dans la discussion et dans les repères philosophiques qui s'offrent à nous, alors que l'entrepreneur, ou l'entrepreneureux, vous l'écrirez comme vous voulez, en fait est confronté évidemment, en tout cas est éduqué, je vais dire, ou en tout cas est dans un milieu qui fait qu'il définit ou qu'elle se définit par le projet. J'insiste pour dire le projet, c'est un mot qui veut dire jeter devant soi. Évidemment, il faut qu'on ait des perspectives pour vivre, ou plutôt pour subsister. On a ce niveau, si vous voulez, d'existence qui s'appelle l'existence, précisément en philo, qui est le niveau dans lequel je prévois ce qu'il faut pour subsister. Mais on peut, pas complexifier, mais on peut enrichir cette vision des choses avec un troisième niveau d'existence, de manière entrepreneuriale, ou simplement d'un point de vue humain. Je vais revenir à l'entrepreneur ensuite. D'un point de vue humain, il y a enfin le dernier niveau, si vous voulez, de vie, qui est le niveau de la consistance. Le troisième niveau donc de vie qui est la consistance, et quand je dis niveau, je ne dis pas forcément supérieur, je dis qu'ils sont imbriqués, ces trois niveaux-là. Le niveau de la consistance, c'est quoi? Eh bien, c'est la réponse ou la question en quoi mon existence consiste. Et donc, on va arriver à des questions extrêmement intimes du type, du point de vue personnel encore une fois, avant de parler d'entrepreneur, en quoi mon être consiste. Donc, quelle est l'essence de mon être? Et donc, on va parler en philosophie depuis au moins 2500 ans, d'un point de vue très personnel, pas d'un point de vue entrepreneurial, de la raison d'être. Très curieux puisque ce thème de raison d'être est devenu un thème de business, vous le savez. Le monde des affaires se pose véritablement la question, depuis un certain nombre d'années, puis c'est rendu par la loi Pacte encore plus fort, c'est quoi notre raison d'être? La raison pour laquelle nous existons, disons-nous, d'habitude. Vous voyez que donc là, il y a comme effectivement là, pour le coup, un début de hiérarchie qui voudrait que, quand bien même j'ai du mal à subsister, c'est-à-dire quand bien même ma santé n'est pas au top, alors qu'on en fait aujourd'hui le bien le plus précieux,
et on comprend bien pourquoi, ne soyons pas stupides, la santé c'est primordial. Encore que je sois pas en bonne santé, l'importance d'un point de vue, nous on a un gros mot en philo qui est le mot ontologie, vous savez qu'on adore les mots, on adore en créer aussi. Ontologie, c'est un mot qui veut dire l'être. D'un point de vue de l'être, quand bien même je serais en mauvaise santé, se continue de se poser la question de la consistance, c'est-à-dire en quoi mon être consiste. Je suis très mal en point, qu'est-ce qui fait que je suis encore debout, alors même éventuellement que je suis allongé, c'est-à-dire d'un point de vue très clinique et très concret. Donc pour commencer, je voulais dire que l'entrepreneur est en état de choc au moins double, sinon triple. Il est en état de choc, évidemment, du point de vue de la subsistance, parce que certains d'entre nous se demandent vraiment, si ce n'est nous, là, autour de cette table virtuelle, on se demande comment on va pouvoir vivre demain, payer nos factures, etc. Donc ça, c'est le point de vue de la subsistance. On est en train, pour certains d'entre nous, de se dire comment on en fait des opportunités au sens noble de l'opportunité. On n'est pas forcément opportuniste quand on fait des opportunités. Et donc là, on est dans le plan du projet, donc de l'existence. Et puis, et enfin, certains d'entre nous ont le temps, ont la chance d'avoir le peut-être ou le courage, je ne sais pas ce qu'il faut dire, peut-être un peu les deux, de se poser la question de la consistance. Une question extrêmement intime qui sont donc, ça vient bouleverser le pourquoi fondamental, pourquoi je suis et pourquoi éventuellement dans un second temps donc l'entreprise existe. Donc sa raison d'être. Et je disais donc que l'entrepreneur a totalement l'habitude d'être sur le plan du projet et il a un peu moins l'habitude, j'ose dire ça, même si c'est une opinion, il a un peu moins l'habitude de se poser cette question de la consistance. Et donc, on est choqué à trois endroits. On a du mal à faire des projets, on ne voit pas où nos projets vont aller. Alors peut-être avec le Premier ministre, ce soir, on verra un peu plus clair sur les étapes dans lesquelles nous, on peut s'insérer et faire des opportunités. Et transformer, comme on dit souvent, voilà, la contrainte en opportunité, bon, pour peu que ce soit possible et qu'on en ait la chance. On est évidemment en état de choc voilà, du point de vue de la subsistance et on est en état de choc du point de vue de la consistance parce que cette question de la consistance vient remettre potentiellement en question le fait qu'on se définit, nous les entrepreneurs, là je reviens un peu plus à l'entrepreneur, défini par la liberté du projet. Vous voulez, il n'y a que du projet, c'est-à-dire quelqu'un qui se projette, c'est-à-dire qui se jette devant, c'est-à-dire qui jette de l'existence, c'est-à-dire qui fait vraiment des projets dans le temps et qui a une dimension temporelle de son existence. On ne le fait que parce qu'on est libre. C'est-à-dire que on peut disserter je ne sais pas combien d'heures sur le fait est-ce que la liberté existe ou pas. Moi, je constate empiriquement que c'est vrai, parce on est libre au moins de faire partiellement ce que l'on veut. Je parle d'avant le Covid. On est libre de faire ce que l'on veut, ou en tout cas, on a la sensation d'avoir choisi l'entrepreneuriat bien souvent parce qu'on aimait la liberté et parce qu'on se sentait libre. On y viendra à ce parallèle tout à l'heure, dans la deuxième question. D'accord, ok général. Et justement, là, le point de vue de la consistance vient nous dire peut-être que c'est par autre part, peut-être parce que c'est un autre biais, si vous voulez, il faut qu'on se définisse. Peut-être que le projet ne fait pas l'essence même de notre être, entrepreneur ou pas. Peut-être que le projet n'est pas l'essence même de notre être. Alors, Guillaume disait qu'on allait aborder peut-être ça après, mais voilà, dans un premier temps, quelques repères que je voulais mettre en place avec vous, le point de la subsistance, le point de vue de l'existence et le point de vue de la consistance. Elles sont de toute manière liées, donc je vais t'emmener tout de suite dessus. Ce qu'on disait lors de nos réflexions de préparation, c'est que l'entrepreneur, il a conscience de sa liberté d'entreprendre et il sait qu'elle est en balance avec l'absence de sécurité. On n'a pas de tapis si on se casse la figure, quoi, en gros. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, on est libre et on a conscience de ça. Seulement, là, on n'a plus la liberté, vraiment au sens où tu l'entends, ou pas totalement. Toutes nos entreprises sont plus ou moins fermées, un rythme arrêté, etc. Donc, plus de liberté, plus de sécurité, ça on le savait déjà. Et on est dans un vrai contexte d'insécurité. Donc, au final, est-ce que l'entrepreneur, est-ce qu'il peut être, est-ce qu'il doit être libre dans ce contexte-là, quoi? Je dirais que il y a le point de vue de l'existence. Et donc,
du fait qu'on va tous faire, j'imagine, en sorte de transformer les contraintes en opportunités avec le plus d'optimisme possible. Bon, quand on a la chance de pouvoir être dans cet état d'esprit, et encore une fois, je prends beaucoup de précautions avec tout ce que je dis, mais je crois qu'en fait, ce qu'interroge là, ce que tu viens de dire, Guillaume, si on est un peu courageux dans la pensée, ou qu'en tout cas on explore plutôt, modestement on explore, voilà, euh, peut-être que c'est pas la liberté qui est si fondamentale que ça pour l'entrepreneur. Peut-être que c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire, Guillaume, tu disais un truc très juste. En tout cas, c'est tout ce qu'on. J'imagine que c'est ce que l'on ressent tous. Alors, je me mets évidemment dans le lot puisque vous avez compris, je suis entrepreneur aussi. Et donc que euh, tu as dit un truc du genre, je reformule, hein, tu as dit c'est parce que on a conscience du risque et de notre liberté qu'on entreprend, quoi. Oui, puis on l'accepte, ce risque, parce qu'on a le pendant qui est cette liberté, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, je pense, alors je veux pas plomber l'ambiance, si vous voulez, mais quand je prends la parole, hein, je pense que en fait, peut-être que en fait, il faut déplacer le curseur du côté de on n'entreprend pas parce que on aime la liberté, on entreprend parce que on va découvrir ce que c'est que la liberté dans le temps. La liberté, on découvre très brutalement d'un seul coup, tous, alors qu'on a été biberonnés à toute autre chose, que la liberté, c'est pas du tout faire ce que je veux pour mener des projets. Mais la liberté, c'est potentiellement se mettre au service. Et se mettre au service de quoi? Ben, se mettre au service non pas de ma volonté d'entrepreneur, mais se mettre au service d'une vulnérabilité qui m'éclate à la figure d'un seul coup, dont j'avais conscience, dont on a beaucoup conscience, mais d'un seul coup, je m'apparais vulnérable. Et vulnérable, c'est peut-être en fait c'est peut-être en fait le changement d'esprit ou philosophique qu'il faut opérer. Je ne sais pas s'il faut opérer, mais en tout cas, on ne peut pas ne pas poser la question. C'est plutôt ça que j'ai envie de dire. C'est que si vous voulez, là où l'entrepreneur est vu comme un indépendant la plupart du temps par les autres et par nous-mêmes, parfois même on appelle ça un indépendant. Après, il pourrait y avoir des batailles sur est-ce qu'un indépendant est véritablement entrepreneur, est-ce que c'est un dirigeant. Bon, il y a plein de nuances à faire, mais généralement, quand même, on a ce fantasme de dire l'entrepreneur, il est indépendant, donc il entreprend, etc. Et la vulnérabilité qui nous éclate au visage nous fait faire l'épreuve beaucoup plus de l'interdépendance que de la dépendance. De l'indépendance. Donc on est plutôt dépendant qu'indépendant. Et j'insiste, c'est-à-dire l'entrepreneur n'est peut-être pas cet homme ou cette femme qui entreprend quelque chose pour, comment dire, affronter des obstacles pour mener des projets. Et à la fin ou au milieu, être quelqu'un de vulnérable, être vulnérabilisé, être fragile. Peut-être qu'en fait, la vulnérabilité n'est pas du tout quelque chose comme ça de temporaire. Peut-être qu'elle est notre condition humaine. Peut-être que la liberté, c'est pas notre condition humaine. Peut-être que c'est la vulnérabilité de notre condition humaine. Et même d'entrepreneur. Et peut-être que c'est parce qu'on est vulnérable qu'on entreprend. Et peut-être que c'est parce qu'on a conscience de notre vulnérabilité, précisément, en fait, qu'on entreprend. Là où on nous a appris que par notre liberté, on pouvait s'opposer dans un monde de concurrence, etc., peut-être il ne faut pas s'opposer, mais composer. Si on est vulnérable, peut-être il faut faire avec notre environnement et composer plutôt que s'opposer. Peut-être qu'en fait, on nous a appris que l'entrepreneur, il prend de la distance et nous, en philosophie 1, on nous dit, ouais, prenez de la distance, etc. Peut-être qu'en fait, on est rivé en permanence de proximité dans un environnement écosystémique de vulnérabilité entre elles. Et donc là où je veux en venir, c'est qu'encore une fois, peut-être, on n'entreprend pas pour mener des choses à bien, peut-être qu'on entreprend pour prendre en charge notre vulnérabilité. En tout cas, c'est une des questions humaines, au-delà de l'entrepreneur, qui me traverse en ce moment. Donc si cette vulnérabilité, on n'en avait pas forcément conscience, actuellement, elle pète à la figure de chacun, quoi. Oui, elle pète à la figure de chacun et en fait, elle nous est quasiment insupportable. Pour beaucoup, elle nous est insupportable. Laurent, il y a Laurent qui fait signe. Ouais. Je vais revenir un petit peu parce qu'il y a pas mal il y a plusieurs questions sur ce sujet de la vulnérabilité. Je vais les poser telles quelles, comme ça va m'éviter
Je prends des notes. de les travestir. Donc, le courage n'est-il pas d'accepter sa vulnérabilité? Première question. Deuxième question, jusqu'à quel point se rend-on vulnérable? La limite peut être difficile à définir. Et enfin, est-ce que la vulnérabilité ne s'exprime-t-elle pas plus en ce moment, car la grande majorité des acteurs sont vulnérables? Finalement, peut-être qu'on ose aussi se montrer vulnérable. Là, c'est moi qui complète la question. Je vais les faire à l'envers et Laurent, tu vas me corriger, hein. Donc, on disait là à l'instant, on se rend vulnérable parce que les grands se rendent vulnérables. Enfin, osent dire. C'est ça. Les grands ou pas les grands, c'était parce Grands que acteurs, je pour dirais moi, la gros. grande majorité, voilà. La grande majorité, pardon, ok. Oui, oui, Ok. oui. Oui, finalement, tout le monde aujourd'hui, enfin tout le monde, beaucoup d'acteurs et d'entrepreneurs, mais même de médecins ou de politiques, ou disent, je ne sais pas, ou j'ai peur, Ouais. ou enfin oui, je suis vulnérable. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, un grand oui à cette question, question qui est posée sur la dernière qu'on vient de citer sur la majeure partie s'avoue vulnérable, donc on peut s'avouer vulnérable. Oui, je suis totalement d'accord. Je suis très, très réservé sur la suite, c'est-à-dire que je me pose d'immenses questions et même je suis assez pessimiste sur le fait que quand les choses vont reprendre, eh bien c'est le cas de le dire, les choses vont reprendre. Le rythme, on nous a parlé déjà de travailler comme avant, etc. Et je ne vois pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas un temps de transition dans lequel on fasse comme avant, tout simplement pour le pouvoir de l'habitude et la puissance de l'habitude sur l'emprise de l'habitude sur nos vies. Si vous voulez, si, quand on essaye d'arrêter de fumer, c'est déjà très compliqué. Donc là, on parle d'un truc systémique, on va se calmer. Euh, et donc, j'ai un peu plus de peur sur l'aveu de cette vulnérabilité par la suite, mais j'ai quelques pistes de réflexion quand même sur qu'est-ce qu'il faut faire, à la limite. Des pistes seulement. Euh, donc oui, à cette première question. La deuxième, excuse-moi Laurent, la deuxième c'était. Alors attends, je remonte. J'ai pris la dernière, excuse-moi, ouais. Oui, non, il n'y a pas de souci. Le courage n'est-il pas d'accepter sa vulnérabilité? Oui, 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 très exactement. Très exactement. Parce que tous, alors je dirais oui, parce que ce qu'il faut faire, c'est exactement, à mon avis, ce que nous avons. Enfin, il faut faire exactement ce que nous n'avons pas appris à faire, c'est-à-dire partager le savoir, relâcher les infos, s'exposer et commencer à raisonner, et je crois qu'à second souffle, vous avez déjà l'habitude, commencer aussi à raisonner sur, au-delà même de l'erreur qui serait possible, je pense qu'il y a une pensée de l'erreur positive qui émane en ce moment. Je crois qu'il faut aller encore un pas de plus à cause de ce qu'on est en train de vivre pour dire, et si on faisait de nos défauts, si on faisait de nos défauts des opportunités. Ce n'est pas seulement la psychologie positive caricaturale qui voudrait qu'on mise que sur les forces des uns et des autres, et si on se parlait de nos défauts. Parce que peut-être il y a des choses insoupçonnées à découvrir au sujet de nos défauts des uns et des autres qui vont révéler quelque chose. Et je vous dirai ensuite pourquoi je pense ça. Ou non, je vais vous le dire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Il y a un petit bouquin qui s'appelle Le Phèdre de Platon que je vous recommande de lire. Le Phèdre de Platon a à peu près 2500 ans et il parle d'un truc, il parle de l'invention de l'écriture, entre autres. Et c'est comme d'habitude quand Platon écrit, donc pour la petite histoire, donc Platon est le disciple de Socrate et Socrate n'a rien écrit et Platon a écrit des œuvres pour essayer de systématiser une pensée platonicienne inspirée de Socrate, son maître. Socrate ne voulait rien écrire. Et donc dans le Phèdre, on parle de l'écriture et en fait, c'est à mourir de rire parce qu'il y a une position intellectuelle avec les pour et les contre l'écriture de l'Athènes du 5e siècle. C'est-à-dire qu'on dit oh, qu'est-ce que c'est que ce truc, l'invention de l'écriture. Et alors, il y a deux clans, quoi. Hein. Il y a un premier clan qui dit non, mais l'écriture, c'est vraiment le dernier des pourritures, des trucs d'invention parce qu'en fait, on va perdre la mémoire. Pourquoi ils disent ça? Parce que vous savez que c'est une culture de l'oral à cette époque-là et que les histoires, les mythes se transmettent à l'oral. Donc, d'un côté, on a ce clan-là et puis de l'autre, et qui dit en fait l'écriture, ça va être en fait un outil
On va perdre la mémoire et en plus, on va manipuler les peuples parce qu'on va écrire tout ce qu'on veut, et bientôt, tout le monde écrira tout ce qu'il veut et en fait, on croira tout le monde, il n'y aura plus de vérité. Ça va être l'instrument du relativisme. Et puis, le clan d'en face dit, mais non, mais pas du tout. L'écriture, c'est vraiment une vertu, c'est vraiment une invention de fou dans le sens positif parce qu'on va pouvoir, toute cette mémoire accumulée, on va pouvoir la figer quelque part et quelque part, on va faire de la place dans nos cerveaux pour en écrire de nouvelles. Et donc, quand on voudra consulter, super, on va enrichir nos capacités de mémoire. Donc, c'est une chose merveilleuse. Et dans ce texte du Phèdre, en grec ancien, il y a un petit mot qui est traduit, donc, et ce petit mot qui est traduit pour décrire l'écriture, pour donner un adjectif à l'écriture, c'est le concept de pharmakon, qui a donné le mot pharmacie. Et il y a le personnage de Socrate qui dit, mais l'écriture, ce n'est qu'un pharmakon. Il ne faudrait pas que ça devienne un pharmakos en grec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un même mot pharmakon pour dire poison et remède. C'est le même mot. En grec antique, on disait le même mot pour définir un poison ou un remède. C'est un pharmakon. Et Socrate dit, de toute façon, c'est un pharmakon. Et il ne faudrait pas que ça devienne un pharmakos, parce que si vous changez une seule lettre de ce mot en grec antique, ça devient le mot bouc émissaire. Et donc, conclusion directe, vous avez 8 heures. Conclusion directe de cette pensée, c'est que qui ne sait pas voir que dans le poison il y a du remède, ne vit pas sérieusement, ne vit pas raisonnablement et produit du bouc émissaire. Et à l'inverse, qui ne sait pas voir du remède dans le poison, ne vit pas raisonnablement. Alors, si vous voulez, je réinterprète ce que dit Platon, de ce que dit un certain maître à moi qui s'appelle Bernard Stiegler, donc je fais des interprétations, mais évidemment, ce n'est pas dit comme ça. Je ne veux pas que vous soyez déçus, parce que si vous allez acheter le Phèdre ou si vous le procurez, je ne veux pas que vous ayez l'idée que c'est dit comme ça. Non, non, évidemment pas. Mais ça vient à tout ça. Et vous allez vous régaler, vous allez passer un bon moment. Parce que c'est court et parce que c'est une pièce de théâtre. Le mec fait la pub de Platon en live, quoi. Il n'a rien compris au concept du second souffle. Et donc, il faut vivre, si vous voulez, leçon philosophique de Platon dans un petit bouquin qui s'appelle La pharmacie de Platon de Jacques Derrida, qui est un grand maître du XXe siècle à la Sorbonne, disait vivre pharmacologiquement, c'est avoir le courage de voir ce qui est poison dans le remède et de voir dans le remède dans ce qui est poison. Et c'est ça, être vulnérable. Et vous voyez bien, vous vous sentez bien comme quoi, quelque chose comme, alors que je ne suis pas un antilibéral du tout, mais comme ça dépasse ce que je suis en train de dire, est quand même plus intéressant et peut aller plus loin encore que l'idée que nous sommes, nous les entrepreneurs, des êtres libres, et on prend des risques, etc. On a en charge cette vie pharmacologique dont peut-être, oui, on a plus conscience que les autres, mais dont on veut peut-être plus s'extirper, parce qu'une deuxième leçon de Platon à ce sujet-là, c'est que jamais on ne peut aller que dans le poison ou que dans le remède. Parce que Platon insiste beaucoup, et les commentateurs ensuite l'ont fait beaucoup, pour dire plus on a une pensée magique et dualiste et manichéenne, il y a le bon et le mauvais d'un côté, il y a le poison et le remède de l'autre, plus on risque de produire des boucs émissaires. C'est le gouvernement qui fait mal la crise, regardez-moi Trump comme c'est un gros con, etc. Regardez comme il fout rien, etc. Et on produit du bouc émissaire. Donc le courage que nous devons avoir dans ces temps-là et qui est quasiment surhumain, et là Nietzsche avait raison de dire qu'on devrait vaincre, nous, alors 19e siècle, Nietzsche dit le prochain siècle sera le siècle du nihilisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le nihilisme, c'est le fait de ne croire en rien, de ne plus croire en rien. Et Nietzsche dit qu'il faudra des efforts surhumains pour combattre ce nihilisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, c'est surhumain et c'est difficile, en fait, de combattre ce poison, de combattre cette vision manichéenne que nous avons tous. D'être dans le poison et dans le remède à chaque fois. Et surtout, évidemment, et là il faut être très modeste, surtout évidemment si c'est la question de la subsistance. Si c'est la question de la subsistance, on fait tout ce qu'on peut pour aller dans le remède. Évidemment, on ne se pose pas de questions. Et plus on monte, plus on est à l'aise, plus on est dans le confort de nos vies, et là je parle d'un point de vue très, très général, c'est-à-dire la France du point de vue du monde entier aujourd'hui, etc., plus on a de confort dans nos vies, vous voyez que derrière moi il y a des tisanes et il y a un nombre incroyable de tisanes là-bas.
Plus il y a ce confort-là, plus c'est difficile de penser comme je viens de le dire. C'est-à-dire le vrai esprit critique. On parle beaucoup d'esprit critique. On dit, ouais, il faut avoir de l'esprit critique, il faut prendre du recul, etc. Le courage de voir ce qui est poison dans le remède et ce qui est remède dans le poison. C'est ça le courage de la vulnérabilité. La première question, Lolo. J'ai plombé l'ambiance. Tu viens de faire 35 minutes sur une question. Donc... Non, on va arrêter. Non, vas-y, continue. Je vais t'en donner d'autres. Et puis tu choisis peut-être, Guillaume, une sur laquelle tu peux répondre. Enfin, je demande à Guillaume une seule parce qu'à mon avis, après, il faut passer à la suite. On peut en faire plusieurs. Parce que la dernière, on la lancera vers -10. D'accord. Alors, je vais en lire quelques-unes. Tu es là, Jean? Je suis là, tout à fait. Alors, le coronavirus est un virus, donc un poison remède. N'est-il pas le bouc émissaire de la crise? Point d'interrogation. Ou le bouc émissaire de son monde acariote. Et là, je lis le mot parce que je ne le connais pas. Ouais. Donc ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est qu'est-ce que tu bois pour te rendre dans cet état-là? Mais celle-ci, on va la mettre de côté. C'est intéressant. De la verveine. Après, il y a une double question de Nicolas, donc alors, vulnérabilité égale proximité, n'est-ce pas une simple question de confiance? Ce qui m'est proche m'inspire davantage confiance. Actuellement, du coup, j'imagine. Il pose également la question, n'y a-t-il pas dans la notion d'écosystème local une forme de repli? C'est moins risqué, mais plus consanguin. Il y a beaucoup de choses, hein. Je te laisserai voir. Ouais, génial. Et puis, une dernière série de questions. Quid de la notion de vulnérabilité? Est-ce que cette notion est partagée par tous? Et est-ce qu'entreprendre aurait pour finalité, finalement, avouer ou non, de toucher cette vulnérabilité? Ok. Je dis rien parce que je prends des notes. Tu as 10 minutes. Hein, tu n'as pas 8 heures. Le coronavirus, le bouc émissaire, c'est ça une des premières questions. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est effectivement un risque. Ce qui est sûr, c'est que, alors, encore une fois, je ne sais pas ce que j'ai avec Nietzsche aujourd'hui parce que je ne suis pas du tout nietzschéen d'habitude, mais Nietzsche dit à chaque fois qu'on cherche des responsables, c'est l'instinct de punir qui est à l'œuvre. Et donc, le bouc émissaire, je le vois pour l'instant plus dans la recherche de qui? C'est-à-dire, c'est les Chinois. C'est encore un Chinois qui a mangé une saloperie de bête animale. Et donc, en fait, il n'y a pas de vrai sujet parce que nous, on ne mange pas des bêtes animales, des animaux sauvages qui n'ont pas lieu d'être mangés. Si vous voulez, en fait, je déconne beaucoup, mais on pourrait moi, j'ai entendu ça beaucoup. C'est-à-dire que ce que je viens de dire, c'est une manière de bouquémiser, c'est dur à dire, bouquémisériser la question, et donc en fait de ne pas traiter la vraie question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut changer de manière systémique et personnellement. Voilà, donc je suis sérieux en fait. Je déconne, mais je suis sérieux quand je dis ça. Donc que le coronavirus en lui-même devienne un bouc émissaire, peut-être. Mais pour l'instant, je vois plus le bouc émissaire, voilà, qui a fait ça, à cause de qui, etc. Bon, évidemment, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour dire c'est à cause du système tout entier. J'ai entendu vulnérabilité et confiance aussi, et je suis tout à fait d'accord. Alors à ceci près que pour moi, la confiance, en fait, elle vient dans le temps. Parce que la confiance, pour moi, c'est le fait de donner du pouvoir à autrui sur ma propre vie. Et que donc, pour moi, c'est moins la question de la proximité, puisque c'était une question sur ça, j'ai noté. On ne fait pas confiance forcément parce qu'on est proche. Je crois qu'on fait confiance et on donne du pouvoir à autrui sur notre vie parce que l'autre nous montre ses failles. Moi, je me souviens, donc j'ai fait la fac à Lyon 3 de philo, et le meilleur prof que j'ai eu, c'était un prof à qui on posait des questions comme tous les profs, et un prof, une question
Il y a un élève dans la promo qui a un étudiant qui a dit, ouais, monsieur, moi j'ai une question extra, c'était une question fantastique. Et le prof a répondu, je ne sais pas. Et en fait, quand monsieur le grand professeur, alors je vous fais, dans notre truc à nous, c'est le Johnny Hallyday de la philo, quand monsieur a dit, je ne sais pas, bah, nous lui avons fait confiance. Donc, faire confiance à quelqu'un, c'est pour moi quelque chose de l'ordre de il m'est rendu proche parce qu'il me montre là où il est vulnérable. L'écosystème local et le risque de repli, je suis tout à fait d'accord. Je pense justement que une des pistes, si vous voulez, une des pistes d'un écosystème local non consanguin, c'est de mailler le plus possible à la fois nos forces et nos faiblesses. Et donc, je suis évidemment pour que, par exemple, un philosophe parle à un designer ou à un mathématicien, que, par exemple, un plasticien parle beaucoup avec un facilitateur graphique, etc. Bon, c'est des choses que personnellement je vis et qui me rendent pas consanguin. En tout cas, j'ai pas l'impression, mais plutôt à partir de mon manque, c'est-à-dire à partir de mon défaut, au sens littéral du mot défaut, c'est-à-dire, vous savez peut-être que le désir, on désire toujours ce qu'on n'a pas. Hein. Tout de suite, si je désire un pastis, parce que je viens du Sud, c'est parce que je n'en ai pas un. Si j'en désirais un alors que je l'ai, bon, ce serait peut-être de l'alcoolisme. Hein. On désire toujours. Merci pour le rire qui me montre que les exemples sont bien choisis. On désire ce qu'on n'en a pas, voir ce qu'on n'est pas. Et échanger avec les autres sur ce que l'on n'a pas ou ce qu'on n'est pas, c'est extrêmement profitable. Et la vulnérabilité, entreprendre. Et il y en a une dernière que j'ai commencé à noter et je n'ai pas noté. Et je n'ai pas fini. Est-ce qu'entreprendre aurait pour finalité de toucher sa vulnérabilité? Oui. Oui, parce que ce qui se cache derrière, si vous voulez, c'est notre schizophrénie entre pulsion et désir. J'ai encore un peu de temps, les gars? Oui, 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 oui. Vas-y, fais-toi plaisir. Je te couperai. Tu vas me couper, ok. Celle-là, elle me plaît comme question parce qu'elle me permet de dire quelque chose que je n'avais pas du tout prévu et que je trouve intéressant, c'est qu'on est schizophrène, nous les entrepreneurs, et vous allez voir comment on reprend la subsistance et la consistance. On est schizophrène parce qu'on est des êtres pulsionnels. Alors, on est déjà tous des êtres pulsionnels, c'est-à-dire que nous avons une énergie vitale. Je parle d'un point de vue biologique, mais je parle d'un point de vue culturel aussi, qui nous amène ces pulsions-là à consommer nos objets. Par exemple, alors je vais être très basique là aussi, hein, je ne sais pas moi, j'ai faim. Quand arrive midi, parce que je me lève à 6 heures, quand arrive midi, je commence à avoir faim. Si je n'ai pas mangé à midi, je commence à être agressif. Et à 13 heures, je commence parce que je suis bien éduqué, j'attends un peu, je patiente. On m'a éduqué convenablement. Et à 13 heures, je commence à avoir les crocs. Et puis à 14 heures, si j'ai pas mangé, ça commence à devenir dur. Si ce n'est pas mon projet, hein, si je ne l'ai pas décidé, hein, évidemment. Ça, c'est une pulsion, d'accord? Une pulsion, elle s'agrippe à un objet et elle consomme cet objet pour la satisfaire. Une pulsion, elle est faite pour être satisfaite. Et on sait tous, je ne parlerai pas de sexualité, combien il y a une partie de la sexualité qui est de cet ordre-là. Voir ce que raconte Freud à ce sujet-là, et qui est beaucoup moins cuculapraline que ce qui paraît. Nous sommes donc des êtres pulsionnels, nous avons cette énergie vitale parce que nous venons de la vie tout simplement, et parce que l'humain, vous savez bien, est un homo sapiens sapiens, ce que vous voulez, c'est-à-dire que nous sommes des animaux. Des animaux évolués, certes, des animaux. Bon, des animaux certes noétiques, et certes qui avons la consistance que les animaux ont, à mon avis pas. À mon avis, les animaux ont de la subsistance et certains d'entre eux, les plus évolués, ont de l'existence, largement, je leur tout à fait reconnais une forme d'intelligence, mais de la consistance, ils n'en ont pas. Alors, qu'est-ce que c'est la consistance et qu'est-ce que c'est la différence entre la pulsion et le désir? C'est que la pulsion, elle veut donc consumer son objet, et quand elle consume son objet, elle est satisfaite, elle a la récompense du plaisir quasiment neuro. Et je vais vite parce que je n'ai pas 8 heures. S'il te plaît. Lorsque vous vous mettez à investir, c'est le cas de le dire, à investir ces pulsions dans des projets, vous formez des désirs.
Le désir, c'est tout autre chose que la pulsion, parce que c'est juste une pulsion qui s'est transformée en investissement. Et dans quoi on investit? S'il y avait des actionnaires, il y en a je sais qu'il y en a parmi nous au moins actionnaires ici, et nous le sommes quasiment tous pour nous-mêmes. Un actionnaire, il investit parce qu'il a confiance. Il donne du crédit. C'est le cas de le dire. Et le crédit, c'est un mot qui veut dire croyance. J'y crois. Et donc, il croit en quoi? Eh bien, il croit en des idées. Ces idées, alors là, je vais faire un peu de Freud 2 minutes d'un point de vue d'un point de vue philosophique justement et pas psychologique. Les idées, nous dit Freud, ce sont des objets idéels, c'est-à-dire des objets qui ne se consument pas, qui ne s'éteignent pas avec le temps, et je rajoute moi, qui sont extrêmement fragiles, justement parce que ce sont des idées et qu'elles sont insaisissables. La justice, l'amour, la politique, la famille, les copains, les amis, etc. Des idées absolument magnifiques qui sont extrêmement friables. Et ce sont des idées qui nous font transformer nos pulsions en désir. Le désir, contrairement à la pulsion qui consume son objet et qui le sacrifie et qui le consume et qui l'anéantit, par exemple je mange une barrette de chocolat parce que j'ai faim de chocolat, j'ai une pulsion de chocolat, je mange mon chocolat, le chocolat n'existe plus parce que je l'ai mangé. Le désir, il fait tout le contraire, il prend soin. Le désir, il transforme la pulsion en quelque chose d'infini. Là où la pulsion remet de la finitude et de la répétition dans la finitude. Je bouffe du chocolat, j'aime le chocolat se répète, j'ai envie du chocolat tous les soirs, je fais de la boulimie éventuellement, ça c'est un autre sujet, mais caractérise ça, etc. Je suis donc enfermé et je n'investis plus ma pulsion dans un projet et dans un désir, et le désir prend soin. Et donc, nous les entrepreneurs, là où je veux en venir, c'est que cet état de choc que l'on vit, puisque nous sommes humains normalement, vient frotter à cet endroit-là. C'est-à-dire que la pulsion, alors on a parlé, je ne sais pas si vous êtes OK avec cette idée-là, parce qu'on a parlé beaucoup de pulsion de mort, pulsion de vie chez Freud. C'est assez compliqué, hein, cette dialectique chez Freud, quand on lit vraiment Freud et quand on s'intéresse à ce que dit Freud, c'est un peu compliqué, mais toujours est-il que nous, les entrepreneurs, parce qu'on est plus conscient peut-être de cette chance de prendre la liberté, de prendre du risque, etc., de prendre des risques et qu'on a conscience de ça, on est des êtres pulsionnels. On voit ce que c'est, par exemple, je vais prendre une image plutôt que vous raconter de la théorie. On voit ce que c'est la différence entre un commercial et un commerçant. Entre un commercial qui est animé de sa libido et de ses pulsions, et un commerçant qui a réussi à transformer l'instinct de mort, puisqu'il s'agit de ça, on fait commerce parce que l'on va mourir, ou parce que l'on, comment on dit, on veut éviter la mort. Il est sur le désir. Là où la pulsion nécessite d'être satisfaite, le désir nécessite d'être reconnu. Et on vit dans ces deux trucs-là, nous les entrepreneurs, parce qu'on veut éviter la mort, donc on est pulsionnel dans ce ouais, il faut faire ta, il faut envoyer, il faut faire ceci, il faut faire cela, et de manière assez agressive et virile, hommes et femmes d'ailleurs, hein, là je confonds tout, hein, je dis, la virilité n'est pas le propre des hommes, hein, et de manière extrêmement virile et extrêmement brutale, on y va, avec nos libidos et avec nos pulsions. Et puis d'un seul coup, on se dit merde, mais en fait, c'est pas durable. En fait, il faut qu'on carbure beaucoup plus au désir qu'à la pulsion. Je ne sais pas si vous avez vu Le Loup de Wall Street avec DiCaprio, peut-être un petit peu, je ne sais pas, 5-6 ans ou plus. Bon, vous voyez comment DiCaprio jouait ce mec-là qui galvanisait les foules avec de la libido. Et c'était le cas de dire, puisque la salle de marché était transformée en salle de sexe, etc. Quelle est la différence, voyez? Et donc chacun d'entre nous peut se poser cette question-là, de dire, mais où est la place de ce que je veux vraiment et donc le désir, lui, soin, si vous voulez. C'est toute la différence dans un couple, et pardon de marcher sur des œufs en parlant de ça, mais c'est toute la différence dans un couple parce qu'on voit bien comment l'amour d'un couple, il tient exactement précisément parce qu'il s'est transformé en désir plutôt qu'en pulsion. Et par contre, là où c'est traître et là où c'est difficile, c'est qu'il y a bel et bien besoin de pulsion puisque c'est de la vie, et du désir. Donc c'est pas si facile.
Évidemment que ce n'est pas si angélique que ça et qu'on n'est pas des dieux. C'est un peu long là, hein. C'est très bien, tu vois, ça nous permet d'arriver à la dernière question. Parce que si on t'écoute pendant 1 heure et demie, on va finir un peu barré. Donc non, la dernière question, donc, sauf contre-ordre du Premier ministre d'ici quelques minutes, mais on a une date, le 11 mai, Ouais. à partir de laquelle on peut construire quelque chose. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, on peut poser des jalons, on peut essayer de remettre nos activités en route. Donc à partir de cette date, quelle espérance on pourrait... dans quelle espérance on pourrait croire, voilà, si je reviens à ce que tu disais il y a 5 minutes, pour finir sur une note positive, cet agréable moment. Ben, je crois Quelle est la qu'il nouvelle faut. espérance de l'entrepreneur, en fait? Comment est-ce qu'il devrait remettre une dimension à l'espérance? Alors, attends, il y a plusieurs personnes qui parlent ou... C'est bon, j'ai coupé. Ah, c'est OK. Bon, ce que je vais dire, j'espère, ne va pas reprendre l'ambiance. Parce que moi, je trouve que c'est magnifique et que c'est une bonne nouvelle. Vous savez, moi, je pense, en tout cas, c'est ma culture philosophique qui m'amène à y penser. Euh, je pense que les chances de s'en sortir sont improbables. Oh putain, le mec. Merci. Je pense que Précise un peu, s'il te plaît. les choses de... Allez, je suis sérieux. Les chances de s'en sortir, je veux dire d'un point de vue très systémique, de le monde, c'est-à-dire le prendre en charge le monde et notre vulnérabilité là-dedans. Tout ça est improbable. C'est improbable, c'est assez improbable qu'on s'en sorte bien. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, il suffit de se mettre à désirer l'improbable. Parce que l'improbable dépend de nous, en fait. L'improbable, ça dépend non pas de ma liberté seulement, une liberté qui voudrait la liberté, qui voudrait être libre. Moi, ce que je veux, c'est être libre, etc. Bon, la liberté pour la liberté. Non, en fait, le vrai sujet, c'est quelles sont les relations qui me tirent vers le haut? Quelles sont les relations qui nourrissent mon désir? Et je crois qu'il faut quelque chose comme cultiver les rencontres improbables. Un designer avec un mathématicien, un designer avec un philosophe, je ne sais pas quoi. Il faut cultiver en fait ces rencontres et ces maillages avec nos forces et nos faiblesses et ne pas avoir peur de présenter nos vulnérabilités. Parce que je pense qu'il faut croire en l'improbable. Dans une société, si vous voulez, je dis ça pourquoi? Je dis ça parce qu'encore il y a 2 jours, il y a une copine qui est aide-soignante, la pauvre, qui est extrêmement crevée à côté de chez moi, une voisine, quoi, et qui me dit, à qui je dis bonjour comme ça du haut de la fenêtre, et elle rentrait chez elle, etc. Et elle met, je ne sais pas, 3-4 secondes à me dire coucou. Et depuis le bas, elle me dit, ah, excuse-moi. Elle me lance, ah, excuse-moi, je ne t'ai pas calculé. Et en fait, ça a fait un truc extrêmement fort à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que si vous voulez, vous avez la société qui vient, la société du seul calcul. Alors, évidemment, j'en veux absolument pas ma voisine, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, parce que la pauvre, elle est crevée, elle fait le vrai boulot, elle est sur le front. Donc, mais j'ai trouvé ça super intéressant que elle, soignante, me dise je ne t'ai pas calculé. Et elle est jeune, vous allez me dire, elle est jeune. Bah, elle est jeune, oui, elle a 35 ans, quoi. Une jeunette non plus, quoi. Non, mais je veux dire, c'est pas une ado, quoi. Elle me dit, je t'ai pas calculé. Et dans la société qui vient de la data économie, où en fait, on met le calcul intensif des data comme seule intelligence, il est grand temps, et qu'on parle de société connectée, quoi. Ça me fait rire, ça. Il est grand temps de passer à la société connectante. Et la société connectante, c'est pas une société où on calcule, c'est une société où plutôt on met le calcul au service de l'incalculable. Aimer véritablement quelqu'un, c'est hautement improbable. Et pourtant, on y arrive par intermittence. Par intermittence, on arrive, vous et moi, à être des gens vraiment bien. Et ça, c'est improbable. On arrive à le faire. C'est improbable et c'est incalculable.
Mais néanmoins, ce sont des habitudes répétées. Toute notre histoire est un condensé de nos relations humaines, un condensé de notre éducation répétée, que ça s'appelle des habitudes, qui nous amènent à, par intermittence, devenir des êtres plutôt bons, plutôt pas mal. Et c'est la petite pirouette pharmacologique, et je vous dis pharmacologique parce que je vous ai raconté ce que c'était que le pharmacone. La pirouette pharmacologique, c'est de mettre le calcul au service de l'incalculable. C'est de passer de la société connectée à la société connectante. C'est de passer de la smart cities au smart citizen. C'est passer de ma toute puissance à l'aveu de ma fragilité avec mes collaborateurs. Est-ce que ça veut dire qu'on va pleurer dans les chaumières et que ça va devenir la société du niais. Vive le niais. Je crois pas. Je crois pas que ce soit si niais que ça, que d'avouer ses faiblesses. Je ne crois pas que ce soit ainsi facile. Mais je crois que l'espérance, elle naîtra si vous remarquez que chacun et chacune d'entre vous, chacun d'entre nous est plutôt bon par intermittence. Cette intermittence, elle sauve. Un gamin, alors je dis ça parce que j'ai 2 filles, un gamin qu'on a engueulé parce qu'il nous fait chier toute la journée quand on est confiné, etc. Et qui à la fin de la journée vous sourit. Vous sourit, ça sauve le monde en fait, ça sauve votre existence d'un seul coup. Ce truc-là, ce sourire-là, après la journée de merde que vous avez passée, elle est incalculable, ce moment-là. Et donc, il faut qu'à second souffle et ailleurs, on fasse des rendez-vous de l'improbable. On fasse des rendez-vous de l'incalculable, où on organise, je ne sais pas si c'est la sérendipité le bon mot, parce que la sérendipité, il y a encore un but cognitif, je ne sais pas. La résilience. Je ne sais même pas si c'est la résilience, parce que la résilience, elle vient après un stress post-traumatique, c'est une manière de s'approprier le stress post-trauma. Je ne sais même pas si c'est ça, mais en tout cas, de l'improbable, quoi. De l'improbable. Et qu'on se traduise les uns les autres, en fait. Et ça, si vous réfléchissez dans votre semaine de merde, parce que vous n'avez pas tous des semaines de merde, donc je m'excuse pour cette expression, mais si vous réfléchissez à quand est-ce que par intermittence j'ai vu de la grâce, vous verrez que ce sont des moments proprement incalculables. Et apprendre à voir ces moments, les reconnaître, les célébrer, et avoir envie de le vivre avec les autres, ça c'est la plus grande espérance qui puisse exister à mes yeux. Merci Jean. Merci. Je propose qu'on passe à quelques questions. Alors, je remonte. Juste pendant que tu regardes, je voulais répondre à Nicolas et Julia sur tout ce qui concerne l'anxiété et les évolutions que je viens de voir passer là sur les salariés. Sur le site de Second Souffle, le dernier webinaire qu'on a fait avec un psychanalyste et un psychologue était justement sur cette question. Donc vous pouvez retrouver déjà des réponses par rapport à celle-ci, quoi. Donc celle-ci, je n'en parle pas. Cet échange. Vous pouvez aussi m'écrire, vous avez le droit. Et enfin, un psychologue est encore mieux armé, évidemment, je pense. C'était le sujet, oui, du jour. J'ai assez peu de questions, j'ai plutôt des commentaires. Vas-y. Non, c'est plutôt pour dire que c'est intéressant, que ce que tu dis c'est bien, etc. Donc après, non, ne le dis pas alors ça, ne le dis pas. Parce que après tu vas pour la partir un petit reconnaissance. peu. Donc... Non, c'est nul la reconnaissance. Moi, je vais poser une question en fait. C'est pas une question, c'est plutôt insécurité justement versus espérance. Est-ce que c'est compatible? Comment voilà. Le salaud. C'est la bienveillance, tu vois. Je vais essayer de mettre en pratique le principe de pharmacologie que je vous ai présenté de chez Platon. Il y a de l'insécurité qui est extrêmement bonne. Parce que parfois, être insécure a la vertu de me faire poser des questions. Prendre soin de ce côté en moi qui est trop tu, qui consiste à poser des questions. À l'inverse, il y a de l'espérance niaise. Ça peut être un poison que d'espérer. Parce que l'espérance... Vous voyez, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, nous, dans notre business, on accompagne pas mal de gens sur la raison d'être.
Et en fait, chez mes clients, je dis toujours, attention à ce que votre raison d'être soit pas trop définie. Parce que si vous définissez trop fort votre raison d'être, vous parlez de futur, mais pas d'avenir. Si vous définissez trop précisément qui vous êtes et votre raison d'être, vous vous enfermez. Vous vous enfermez à quoi? À l'improbable. Donc c'est en ça que l'espérance, de la même manière, elle peut devenir espoir simple en des choses, si vous voulez, comment dirais-je, soit illusoires, soit qu'on se fasse complètement des idées, évidemment, c'est possible. C'est-à-dire qu'on espère un truc qui viendra jamais ou qui n'est jamais venu. Et donc ça me fait dire, c'est très très important de se connecter à sa mémoire, très très important de se connecter à son histoire. Et plus on a la chance d'avoir une histoire longue et épaisse, plus on a de la possibilité d'avoir des ailes, hein. Plus on a des racines, plus on a des ailes. Parce que, si vous voulez, plus je vais puiser dans ma mémoire, exactement comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que si je vous dis, regardez comme vous avez été plutôt bon cette semaine par intermittence, je viens activer en vous quelque chose que vous avez vécu. Et donc, vous savez que c'est possible. Et donc, espérer quelque chose qui est exactement impossible, c'est nul. C'est absolument pas ce que je recommande. Espérer quelque chose qui est improbable, c'est-à-dire qu'il y a des chances de réaliser, mais qui est fortement improbable, c'est plus humain. C'est plus humain. Quelle différence tu fais entre futur et avenir? Tout à l'heure, tu as. Eh ben, ce serait ça, si tu veux. Ce serait que le futur, il est figé dans ma tronche. Ce serait que le futur est absolument défini et que donc, souvent on m'a dit, moi j'avais très très peur parce que mes tout premiers clients me disaient, j'ai des clients avec qui ça a duré 4-5 ans, mes premières prospections. Et les gens me disaient pas non. Je continuais. Et les gens me disaient, ouais, qu'est-ce que vous êtes tenace. Alors j'entendais, mais qu'est-ce que vous faites chier quand même, hein. Et en fait, il y a cette idée de l'entrepreneur qui est tenace en son idée absolument figée. Et si cette idée elle est extrêmement figée et très bien définie dans la tronche, attention, ça ressemble à du futur. Si au contraire, j'ai un horizon, une fuite d'horizon claire, mais un horizon, et que je m'offre la possibilité de rentrer en contact avec des relations qui vont me titiller du côté de mes défauts, ben, je suis dans l'avenir. Je prépare l'avenir. Le temps d'une dernière question, Guillaume? Oui, ce sera la dernière. La dernière question de Lucille. Je ne sais pas si elle est du Poitou ou si c'est son nom de famille. La nature n'est-elle pas ce qui est le plus vulnérable et a la plus grande force? Ouais. Oui. Merci pour cette réponse rapide et courte. Ouais. Et du coup, ça doit. Non, mais alors merci pour cette remarque parce que et du coup, ça doit nous amener à un truc qui est extrêmement difficile parce nous, les Français, on prend tout ça comme de cucul à praline. C'est la contemplation. C'est-à-dire qu'il faut impérativement qu'on perde du temps à contempler parce qu'on pourrait en sauver grâce à ça. Mais la nature, bien entendu, je suis émerveillé. Si vous voulez, j'ai un parking. Je suis dans une copropriété très classique avec des immeubles de 1970. C'est très moche. Et tout est très moche en bitume, etc. En fait, je suis émerveillé comme à chaque fois, il y a une brindille de trucs de pelouse, de je sais pas quoi, un brindille d'herbe qui défonce un bitume, quoi. Et vous vous dites, mais c'est pas possible comment un truc si fragile peut avoir une telle puissance. Donc, pour être court, je partage avec vous un truc qui m'anime en permanence et qui me vient de ma femme. Tiens, je fais comme Colombo, je cite ma femme, et personne ne la verra. Bertolt Brecht dit la chose suivante. Pour moi, c'est de la poésie, c'est de la philo et c'est un principe de ma vie. Alors je vous le dis à peu près, évidemment, c'est du par cœur. Donc, c'est que l'eau qui doucement effleure le rocher en vient à bout. Tu vois, ô mon âme, ce qui est dur à le dessous. L'eau qui doucement effleure le rocher en vient à bout avec le temps. Tu vois, ô mon âme, ce qui est dur à le dessous. Ça, c'est le plan de la consistance.
c'est-à-dire le plan de notre existence où on prend conscience de ces paradoxes absolument merveilleux, c'est dans les faiblesses qu'on retrouvera notre force. Là, il y a plein d'espérance. Là, il y a de la joie, il y a de l'espérance et il y a des apéros. Bien, je propose de finir sur ce très beau mot d'apéro qui va nous animer, nous titiller jusqu'à la fin de ce confinement. Jean, grand merci pour ton intervention. Un grand merci à tous pour votre présence. Beaucoup d'entre vous ont fait des dons, donc je voulais aussi vous remercier parce que notre asso est de vie que par les dons, donc c'est super, merci. C'était vraiment pas le but de ces webinaires, c'était vraiment que tout le monde puisse profiter de ce qu'on pense et de ce qu'on a envie de faire. Mais un grand merci à vous. Ce webinaire est enregistré, il sera mis, je vous enverrai tous par mail, tous les inscrits, je vous l'enverrai, et ensuite vous pouvez nous retrouver sur le réseau. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Second Souffle et Facebook, pardon. Et mettez-nous des messages si vous le souhaitez. En tout cas, on remettra un petit peu de promotion pour le prochain webinaire dont la thématique n'est pas encore définie. Donc d'ailleurs, si vous avez des souhaits ou des idées, n'hésitez pas à nous les transmettre. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt à tous. Ciao, ciao. Merci les amis.